Salut à toi et bienvenue sur le podcast d'AxOpen. Ici, tu peux écouter tous les mois une bande de développeurs pros qui parlent sans aucun filtre de leur quotidien dans le monde de la tech. Allez, c'est parti. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me the one in control. Salut tout le monde. Bon, ça y est, alors vous avez entendu le nouveau son d'AxOpen. Vous en pensez quoi autour de la table? Des nul. avis, des réactions? Quoi? C'est nul? Non, c'est très sympa. Ouais, super. Merci les gars pour vos avis super constructifs. On a quand même mis du temps à brainstormer, tout ça. Ça fait 2 ans, il est dans les bacs. Ouais, exactement. Bon, bah, j'espère que tout le monde qui nous écoute, vous aurez d'autres avis, n'hésitez pas en com. On va attaquer aujourd'hui avec un de vos sujets préférés autour de la table parce qu'on va parler de perf et de Java. Alors, c'est encore plus le sujet préféré de Philippe. J'ai jamais vu Philippe sourire autant. c'est juste... C'est clair. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous partager essentiellement nos retours d'expérience sur les principaux problèmes de perf qu'on rencontre sur les applications Java. Les astuces aussi qu'on peut mettre en place pour un petit peu optimiser les applications. Et on va faire un focus un petit peu spécifique plutôt sur la fin du podcast, sur les outils qu'on utilise notamment pour nous aider à optimiser un petit peu les applications. Autour de la table aujourd'hui, alors vous aurez bien évidemment reconnu Philippe, le Javaman aigri. Mais heureux aujourd'hui. Pas aigri aujourd'hui. Arthur, JavaScript lover. Bonjour. Nathan, monsieur prof du code. Salut. On a un petit nouveau, Jérémy, le créateur de notre outil Agent Java dont on vous parlera plus à la fin du podcast. Salut. Et on a Théo, le dénicheur de News IT, Hello. qui après 2 podcasts où tu nous as fait un peu la gueule, tu reviens en force Les et on est vacances content de surtout. t'avoir. On va démarrer comme d'hab par poser les bases. On va poser les bases. Simple. Classique. Philippe, de quoi parle-t-on quand on parle performance ? Alors, la performance, c'est un sujet qui est très, 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 très vaste, puisqu'on peut parler de plein de choses. On parle à la fois de performance financière des fois, on va parler de tout un tas de sujets. Là, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est la performance donc, des applications Java, et en particulier, ce qui fait qu'en sorte qu'une application aille plus ou moins vite. D'accord ? On ne va pas se focaliser sur la capacité de monter en charge ou la scalabilité horizontale ou ce genre de choses. On va travailler dans ce podcast-là, en tout cas, sur comment on améliore unitairement le temps de traitement d'une API, quelle qu'elle soit. Donc c'est ça aujourd'hui qui va nous consacrer ce podcast, et c'est sur cette vision de la performance qu'on va discuter aujourd'hui. Et pourquoi c'est un sujet aujourd'hui qui est crucial dans les applications, la perf, au sens où tu l'as expliqué ? Alors j'aimerais bien que ce soit un sujet crucial dans les applications. Malheureusement, ça devient crucial quand la performance est mauvaise, mais non. Plus sérieusement, pourquoi c'est crucial ? C'est qu'on est dans un contexte où on a de plus en plus d'applications qui font de plus en plus de choses et qui sont hébergées dans des systèmes de plus en plus virtualisés, qui facturent de plus en plus, j'ai envie de dire, autant de calculs. Donc il y a 2 drivers principaux qui font que la performance aujourd'hui est importante. Un, les coûts, parce qu'aujourd'hui, si vous avez une application qui est lente, elle va consommer de plus en plus de CPU. Vous allez mettre 40 nodes sur votre Kubernetes, ou vous allez mettre, je ne sais pas combien d'instances de Docker pour faire tourner votre application. Donc ça, c'est un premier driver, c'est les coûts. Le deuxième driver, c'est la sensation et le ressenti client. Si votre application elle est lente, l'utilisateur il va ressentir fatalement des lenteurs. En gros, ça veut dire quoi dans un monde web en dégrossissant ? Je vais cliquer sur une action dans mon application et il va se passer 1-2 secondes avant que l'action réalise. Donc, c'est les 2 principaux drivers, c'est le ressenti utilisateur et le driver coût, qui est de plus en plus important là-dessus. C'est quoi les principaux risques finalement que tu cours si dans un projet, dans une app, tu te dis la perf, on s'en fout et on ne traite pas le sujet ? Alors, il y a 2 principaux problèmes. Il y a effectivement le problème des coûts, c'est ce que j'ai dit, ça va devenir de plus en plus cher, et vous avez beau installer des machines, vous n'arriverez pas à compenser un traitement qui est lent. Et vous pouvez avoir le deuxième problème qui est plus technique, qui est dit, vous avez, et en Java c'est particulièrement le cas, un phénomène d'effondrement. C'est-à-dire que si vous avez des traitements qui sont unitairement longs sur une application, vous allez arriver à saturer de la JVM qui travaille, et même les traitements qui sont censés être rapides deviendront longs. Et en fait, plus ils viennent longs, plus ça devient long, plus ça s'effondre, moins il y a de ressources CPU pour le traiter. Et en fait, petit à petit, fatalement, vous arrivez à faire en sorte que votre JVM elle soit capable de rien traiter, et elle s'effondre lamentablement. Alors, je vais peut-être poser une question un peu tricky, surtout pour les invités autour de la table. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les développeurs se sentent concernés par la performance finalement des apps ? Dites-moi oui, dites-moi non. Je vois Nathan faire non de la tête. Non. Moi, j'ai pas vraiment l'impression. J'ai envie de dire, c'est un peu le premier problème. C'est que la plupart du temps, les développeurs, l'objectif, c'est que ça fonctionne, et c'est le plus gros de ce qu'on leur demande de base, alors qu'en fait, c'est pas, pour moi, suffisant. L'aspect performance, pérennité de ce qu'on fait, etc. est tout aussi important que juste la fonctionnalité fonctionne une fois qu'on a fait notre travail, quoi.
Arthur, tu partages Oui, carrément. Après, il y a aussi, je pense, le fait que la performance, c'est jamais vraiment appris quand un jeune développeur, que ce soit à l'école ou peut-être un peu en entreprise au début, tout ce qu'on lui demande, c'est de délivrer plus ou moins rapidement, mais pas forcément de faire du code qui soit avec des bonnes performances ou efficace. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui vient plus tard, alors que on devrait mettre le curseur beaucoup plus tôt dans la formation, parce qu'en fait, à partir du moment où on prend les bons mécanismes, en fait, ça se fait tout seul et c'est limite plus rapide de faire quelque chose de performant que de faire quelque chose de fonctionnel rapidement. Il y a juste, si on veut vraiment optimiser vraiment vraiment le tout petit bout au bout, ça peut devenir très long, mais optimiser à 90% du temps, enfin, avoir des bonnes performances sur l'ensemble de l'application, ça va. Après, c'est pour aller vraiment dans la performance ultime, entre guillemets, où c'est vraiment beaucoup plus compliqué, mais je pense que le plus important, c'est de prendre les bons mécanismes. Parce qu'aujourd'hui, si on se dit qu'on code performant ou code non performant, est-ce que ça prend réellement plus de temps de coder avec une vision performance ou pas? Alors, est-ce qu'il va y avoir un point historique ou pas? Oui, bah tiens, tu peux y aller, tu peux démarrer. Parce qu'il faut mettre les choses en perspective. C'est le moment historique. Je pense que c'est important de remettre la vision de la performance applicative dans un temps un peu plus long. En fait, on est tous des enfants de la loi de Moore. C'est-à-dire, en fait, quand on a appris l'informatique, on nous a dit qu'il y avait cette loi qui existait, qui dit que les CPU doublaient tous les 18 mois. Et qu'en fait, globalement, les développeurs ont intégré ça en se disant, peu importe si mon traitement est lent, dans 18 mois, il ira 2 fois plus vite. Et en gros, ça a eu un effet très pervers, c'est-à-dire qu'on a enlevé les sujets de performance qui étaient des sujets qui étaient très importants dans les années 70. Pourquoi dans les années 70, 80, 90 ? Ils avaient des machines qui étaient lentes. Donc, globalement, quand on faisait une instruction à la machine, on essayait de l'économiser parce qu'on n'en avait pas beaucoup. Dans les années 2000 jusqu'à encore actuellement, la ressource doublait tous les 18 mois en termes de capacité CPU, quasiment en termes de RAM, c'était à peu près le même sujet. Donc, en fait, globalement, le sujet de la performance a disparu. Et on a travaillé le sujet de la productivité des développeurs. L'objectif, c'était que les développeurs soient capables de créer de la ligne de code rapidement et efficace. Et tous les frameworks qu'on utilise aujourd'hui sont issus de cette génération-là, c'est-à-dire la performance n'est pas le driver principal. Encore une fois, si on voulait faire de la performance un driver principal, on développerait tous en C ou en C++. C'est ça le sujet, ou même en assembleur pour ceux qui seraient chauds. Mais c'est pas le cas. Donc en gros, aujourd'hui, on est dans ce contexte historique où globalement, la performance, on n'en avait rien à faire. Sauf que, pourquoi maintenant ça devient un sujet d'actualité, il y a 3 choses qu'on pourrait dire qui font un sujet d'actualité. C'est 1, la loi de Moore s'est arrêtée il y a à peu près 5-6 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les CPU ne doublent pas de capacité tous les 18 mois. Donc malheureusement, on ne pourra pas être sauvé par cet effet-là. Deuxièmement, on commence à payer beaucoup plus cher les hébergements que ce que ça avait été par le passé. Les systèmes cloud facturent, comme on l'a dit 1000 fois, ils fonctionnent à la consommation. Historiquement, vous achetez un data center, vous l'utilisiez pendant un certain nombre de temps, vous ne voyez pas finalement l'usage qui était fait. Là, aujourd'hui, vous avez un lien très très fort entre l'usage que je fais de mon application, le temps de traitement et la facture à la fin du mois. Deuxième driver. Troisième driver très important, l'utilisateur. Aujourd'hui, tout le monde est un utilisateur d'Amazon, Facebook, Instagram, TikTok, n'importe quel service, où ils ont inscrit dans la tête des gens qu'une application devait répondre en 10 millisecondes et que c'était le standard. Sauf qu'ils ont des armées de développeurs et que quand on veut retrouver ça sur une application de gestion, on n'a pas une armée de développeurs pour le faire. Donc ça, c'est pareil, on a été habitué en tant qu'utilisateur à avoir des applications performantes et réactives. On essaie de reproduire ça de plus en plus. Si on se focus un petit peu sur la partie... alors aujourd'hui, et vous le verrez dans le titre du podcast, on en a un petit peu parlé, on voulait se focuser principalement sur Java et les perfs en Java. Et moi, en préparant le podcast, la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est finalement, est-ce que la question des perfs en Java, c'est la même que celle sur du C# ou du JavaScript pour Nathan, par exemple, qui fait plusieurs langages. Là, j'ai l'impression que c'est un peu la même question partout, jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire qu'il y a plein d'optimisations qui vont avoir un effet incroyable sur votre code, qui va diviser par 2, voire par 4 le temps de réponse, qui va être plus ou moins les mêmes astuces dans tous les langages, juste falloir se réadapter au langage, c'est pas les mêmes noms de classe, pas les mêmes fonctions, mais le fonctionnement derrière va être le même et la logique d'optimisation va être la même. Cependant, si on arrive pour moi à un niveau d'optimisation qui va être vraiment lié au langage en Java, utiliser tel type c'est mieux que celui-là, ou tel truc, la JVM fonctionne comme ça et pas comme ça, on va arriver vraiment à un niveau d'optimisation de couches de très bas niveau où en fait
j'ai envie de dire, c'est optimiser un code déjà optimisé. Alors, c'est très important pour les traitements qui vont être très rapides. Mais dans un quotidien, personnellement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit pris en compte dans les codes qui sont faits. Toutes les couches d'optimisation déjà du dessus, si elles sont déjà bien respectées, on aura un code qui sera très rapide sans trop de problèmes. Moi, ce sera vraiment dans des cas de performance absolue où on a besoin que vraiment ce traitement il soit extrêmement rapide. Ouais, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, 90% de ce dont on va parler aujourd'hui s'applique à n'importe quel langage. Ce qui varie fondamentalement d'un langage à un autre, au-delà des spécificités du langage, c'est la manière et les outils qu'on peut utiliser pour détecter les problèmes de performance et les contourner. D'accord. Sur l'outillage et la méthodologie, ça peut être différent d'un framework langage à un autre. Par contre, sur les concepts de base... Je veux dire, la philosophie est la même. La philosophie est la même. En plus, surtout qu'on est dans un monde où tous les frameworks se tirent la bourre et quel que soit le langage, ils font la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais qu'on a des fans de JavaScript, mais en fait, JavaScript essaye de faire du Java, Java essaye de faire du JavaScript, et PHP essaye de rattraper tout le monde en faisant du .NET, si je peux dire ça. Et tous les frameworks ont inventé, peu ou prou, ont adopté peu ou prou la même architecture, la même manière de penser. Et même les nouveaux frameworks qu'on voit arriver embarquent déjà 90% de la même manière de penser que les autres frameworks. C'est très très rare aujourd'hui d'avoir un langage et un framework qui divergent très fortement des autres. On peut dire qu'il n'y a plus beaucoup de créativité quand même. On revient de plus en plus en fait au tout début de l'informatique où on essaie de plus en plus de gérer la mémoire beaucoup plus de manière beaucoup plus pointilleuse, etc., avec notamment Rust. Mais oui, c'est un peu une boucle au final où là, on essaye de se refocus sur les performances et du coup, on essaie d'être de plus en plus bas niveau. Le problème, c'est que c'est dur d'enlever un peu le confort qu'avait le développeur où il n'avait pas besoin de se préoccuper de la mémoire, il faisait ses petites fonctions, il faisait son petit code. Tandis que quand on lui dit maintenant, attention, quand tu prends une variable, il faut bien faire attention à libérer la mémoire ou à la repasser, etc. Sauf que en fait, on essaie d'avoir un compromis entre les deux et c'est ça qui est dur. Mais oui, ils sont tous, à part pour des langages très spéciaux comme C, C++ ou Rust, tous les langages que nous on utilise dans le monde du web, en tout cas, sont au même niveau à peu près. C'est quoi aujourd'hui les principaux facteurs qui vont influencer les performances dans mon Java? Enfin, en tout cas, c'est quoi parce que je sais qu'on a beaucoup d'idées reçues, notamment sur un problème, c'est la base de données, il faut changer la base de données, il faut changer, etc. C'est quoi les principaux... qu'est-ce que les gens pensent naïvement sur d'où viennent les problèmes de performance? C'est que le matériel n'est pas assez rapide. Ça, c'est la première. Augmenter la RAM. Augmenter le CPU. Si le code est lent, c'est qu'il faut augmenter la machine. Ou changer de version de logiciel. Ouais. Tu vois, parce que si je passe en MySQL en version d'après, ça ira plus vite. Ah bah oui, c'est vrai que MySQL, ils font des progrès de fou entre versions. Mais en même temps, c'est de la faute des éditeurs. À chaque montée de version, ils disent amélioration des performances, mais tu ne le vois jamais. Et du coup, tout le monde doit se dire, ce sera plus rapide, alors qu'en fait, fondamentalement, le code sera toujours lent. Publicité mensongère. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de problème de performance avec des mauvais développeurs. Ça résume assez bien la pensée. Tu dis beaucoup ça quand même. Ouais. Dans plein de cas d'ailleurs, je dis ça. Tu finis souvent tes phrases par les mauvais développeurs. Ouais. Et qu'est-ce que vous voyez vraiment, du coup, qu'est-ce qui influence réellement les perfs? C'est quoi les principaux facteurs? Alors, en vérité, il y a plein de choses. Non, il y a énormément plein de choses. Il y a plein de choses, mais je veux dire, le problème numéro 1 des applications, des API web dans l'ensemble, c'est dans leur interaction avec la base de données, la récupération des données. En gros, c'est une API, c'est quoi? C'est, pour ceux qui nous écoutent, c'est je fais un appel web ou peu importe le protocole, mais je lui envoie une requête avec un ensemble de données et à la fin, le traitement, je renvoie des données. C'est ça une API fondamentalement. Et donc du coup, entre les données qui arrivent, que je récupère et que je vais aller plus ou moins insérer en base, et les données que je vais récupérer en base suite à ce traitement et que je renvoie, c'est là où il y a le problème. Majoritairement dans les applications, dans les API en tout cas, le temps de traitement, c'est-à-dire les calculs durs, je fais des plus, des moins, des multiplications, des boucles, il y en a très peu. Il y en a fondamentalement très très peu. La majorité d'une API, c'est je vais récupérer des données dans une base de données selon un critère qui m'a été donné par la requête d'entrée, je les manipule vaguement, je les mets en forme et je les restitue. Et c'est dans ces étapes-là qu'on a 99,9% des problèmes de performance. Du coup, c'est plutôt au niveau du code. C'est au niveau de la manipulation de la donnée, je dirais plutôt. Au niveau de la manipulation de la donnée, en fait, il y a alors, ce qu'il faut voir, pour ceux qui ne sont pas développeurs et qui nous écoutent, c'est une API, c'est globalement, ça s'exécute sur un serveur, et il y a un autre serveur qui est le serveur de base de données, globalement, qui a la donnée. Que ça soit une base de données de fichiers, une base de données SQL, une base de données SQL,
je sais pas, un S3, ce que vous voulez, il y a de la donnée quelque part et vous allez manipuler, récupérer cette donnée-là. Et c'est dans cette interaction-là que entre la majorité des problèmes qu'on peut avoir sur des gros problèmes de performance se fait. Et il peut y avoir conceptuellement des manières de faire très différentes pour régler un problème qui peut être tout simple. On comprendra très rapidement, si je donne un exemple pour comprendre, c'est si je veux récupérer les factures d'un client, je peux soit récupérer toutes les factures en une seule requête, soit potentiellement récupérer chacune des factures unitairement. Si on multiplie, évidemment, cet exemple bateau, mais si on multiplie ce problème-là, j'ai envie de dire à l'infini, avec énormément de données, on s'aperçoit très rapidement qu'on peut avoir des gros problèmes de différence de manière de développer. Et c'est quoi alors vous êtes pas mal, en tout cas, à la proximité de jeunes et moins jeunes développeurs sur les projets. C'est quoi les erreurs les plus courantes que vous voyez au niveau du code, par exemple, de ce que produisent les gens? Moi, je dirais récupérer des données qu'on n'utilise pas, juste par flemme. Parce qu'en fait, c'est plus simple de tout récupérer. Et ensuite, tu traites. Ouais. Et ensuite, en fait, tu tries sur le client, côté front. Mais en fait, c'est trop tard, la donnée, elle a déjà fait tout le trajet. Et en fait, du coup, tu te retrouves avec de la donnée morte qui sert à rien, qui va te coûter du temps réseau, du temps serveur, du temps base de données, etc. Alors qu'idéalement, il faut toujours que tu récupères uniquement les données dont tu as besoin. Et c'est, je pense, là où tu fais le plus de... En tout cas, après, ça, c'est aussi... ça réduit aussi beaucoup... En fait, ça réduit tout le long de la chaîne. Parce que tu as moins de données qui transitent dans le réseau, tu as moins de données qui transitent entre les serveurs, etc. Donc ça, pour moi, c'est le plus gros point qu'on peut facilement... Enfin, en fait, c'est ça qui est un peu long. Ce que tu dis, Arthur, c'est le driver principal. C'est-à-dire que si vous travaillez la manière de développer à l'économie de la donnée, globalement à toutes les échelles, à tous les endroits où vous regardez, vous obtenez quasiment les meilleures performances. Évidemment, ça nécessite de réfléchir, de ne pas faire 50 appels au lieu d'un, mais globalement, c'est un bon driver de se dire je vais transiter le moins de données possible partout. Les développeurs ne sont pas aidés. Les développeurs ne sont pas aidés pour plein de raisons. C'est que les frameworks actuels font en sorte d'automatiser un certain nombre de tâches pour que le développeur n'ait pas à le faire, et en particulier la récupération des données. La récupération des données est automatisée, c'est-à-dire que globalement, dans une API développé classiquement, si je reviens à mon exemple de facture, si je prends un client, automatiquement, le système va récupérer les factures en base de données, va récupérer les lignes de facture, va récupérer les documents, va tout récupérer de manière, ce qu'on appelle le chargement lazy ou paresseux, qui en gros, le système va le faire pour vous, en tant que développeur, et vous n'avez pas à choisir, ce qui est extrêmement confortable quand vous développez, vous n'avez pas à vous poser 50 000 questions. Sauf que très rapidement, si vous laissez le système faire, il va vous ramener un ensemble de données très très conséquent. Et généralement, le plus gros problème de performance se situe dans cette problématique-là. On pourra citer d'autres problèmes de gestion de la mémoire, de mise en cache de choses, mais globalement, si déjà vous ne faites pas ce travail-là, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Et même si les performances, et peut-être qu'on va démystifier le truc, même si les performances, ça paraît très compliqué et que ça paraît d'être un truc d'expert, 99% de la performance est perdue sur des questions bêtes. D'où le mauvais développeur. On en revient toujours au même point. On regarde la base de données dans une boucle for. Ouais. Pas mal de cas qu'on peut éviter assez simplement. Mais c'est pour ça que je disais au début qu'à partir du moment où on prend les bonnes habitudes, en fait, ça devient limite un automatisme, mais ça ne fait pas forcément perdre plus de temps, parce que quand on a l'habitude de réfléchir comme ça, en fait, on n'imaginerait même plus faire de l'autre manière. Mais c'est juste que... Mais ça demande de comprendre. En fait, fondamentalement, les développeurs ne comprennent pas. Et on en revient toujours au mauvais développeur. Non, mais parce qu'en fait, ils ne sont pas formés. C'est-à-dire qu'on ne les forme plus à ce qui se passe en termes de bas niveau informatique. Ils ont une vision très haut niveau de l'informatique et ils ne comprennent plus ce qui se passe en bas niveau. Et comme le système automatise des tâches pour eux, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Et si vous ne faites pas l'effort de comprendre ce qui se passe, effectivement, c'est pas si simple que ça. Et c'est pas si simple que ça de comprendre ce que fait un ORM, c'est pas si simple que ça de comprendre ce que c'est qu'un appel réseau, c'est pas si simple que ça, surtout si on n'est pas formé pour. Après, moi, j'avais un dernier point pour les performances, c'était surtout lié à la structure des données. Pour moi, c'est le deuxième voire troisième cas que je vois le plus souvent, de ne pas utiliser la bonne structure de données pour la bonne action. On se retrouve des fois à parcourir 15 fois une liste parce qu'on cherche 15 éléments différents alors qu'on pourrait juste utiliser une map, ou ce genre de choses. Ou en fait, juste utiliser la bonne structure de données peut des fois augmenter les performances de manière drastique. Et c'est des choses auxquelles on ne pense pas parce que dans les codes qu'on voit, y a toujours des listes de partout. Du coup, on se dit, je vais utiliser une liste alors qu'en fait, pour ce cas-là, pas de bol, c'était pas ce qu'il fallait faire. Et il faut toujours bien comprendre les structures de données, lesquelles utiliser à quel moment et pourquoi c'est mieux dans certains cas plutôt que d'autres. Comment vous faites finalement, parce qu'on parle des quelques erreurs de ce que vous avez pu voir, comment est-ce que vous faites pour mettre un petit peu en lumière et pour repérer
qu'il y a des problèmes de perf? C'est juste un jour, t'as l'utilisateur qui dit ça va pas, ou est-ce que vous mettez du monitoring, des trucs proactifs? Vas-y Philippe. Alors. À l'état actuel, en 2023, avoir des web services qui répondent en plus de 50 voire 100 millisecondes, c'est pas normal. Ça veut pas dire qu'il faut le corriger, mais ça veut dire que techniquement on pourrait faire moins, beaucoup moins. Avoir des temps de traitement qui dépassent la seconde, c'est intolérable. C'est intolérable. C'est-à-dire que globalement, c'est les grandes échelles de grandeur. Avec les CPU, la puissance, la RAM, le réseau que vous avez, si ça prend plus d'1 seconde, c'est que c'est optimisable. D'accord ? Et évidemment, je mets de côté les rapports, les exports, les trucs qui manipulent volontairement du traitement de données à très haute échelle. Dans 99% des API, on pourrait répondre en moins de 50 millisecondes si on s'en donnait la peine. La question qu'on peut toujours se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup d'investir du temps humain pour optimiser mes API quand elles prennent 100 millisecondes ou 150 millisecondes? C'est discutable. Mais il n'y a pas de raison, techniquement, aujourd'hui, qu'une API mette plus de 50 millisecondes pour répondre. Je sais que ça va faire râler des gens qui nous entendent, mais il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Aujourd'hui, les taux de réseau, des taux de transfert sur Internet sont extraordinairement rapides, les data centers sont extraordinairement rapides, les machines sont extraordinairement rapides. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Sauf si quelqu'un autour de cette table n'est pas d'accord. Mais je ne pense pas qu'il y ait de... Je peux essayer de mettre un peu d'eau dans ton vin, mais imaginons que l'infrastructure soit très mal faite et que le serveur soit en Chine. Je suis d'accord. Tu as forcément au moins 300 millisecondes d'aller-retour, mais oui, dans un monde où... c'était hébergé sur AWS, avec un CDN ou Azure, et que tu es hébergé en France et que tu as correctement fait les choses, 50 millisecondes, c'est bien, quoi. Oui. C'est bien. Ok, donc ça, c'est la règle. Non, c'est un ordre de grandeur. En fait, c'est la règle qu'on se donne ou... Non, mais Camille, je le dis volontairement et j'insiste volontairement là-dessus. Le plus gros problème des gens, c'est qu'ils ne savent pas si c'est rapide ou pas rapide. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de clients qui viennent nous voir en disant mon appli, elle est lente. Tu leur dis c'est quoi être lent? Et du coup, ils n'ont pas les ordres de grandeur en tête. Et je te ferai la même remarque sur une question sur la taille des données. Ils se rendent plus compte de la donnée qu'on transite. Afficher une page web dans laquelle vous allez avoir un formulaire et faire transiter la taille du formulaire et me dire c'est normal, ça fait 1 méga, on a un problème. Parce que quand on sait ce que ça représente 1 mégaoctet de données, il y a un problème. On a un peu perdu... En fait, on a perdu l'essence même des choses. L'essence même des choses, quoi. Je veux dire, en fait, un formulaire bien optimisé avec 5 champs, ça doit faire 2 kilos. 3 KO, c'est ça, ça veut dire. Mais finalement, aujourd'hui, donc... Ça, c'est un peu, effectivement, peut-être les ordres de grandeur, si tu veux pas que je dise la règle qu'on se donne. Mais aujourd'hui, comment est-ce que tu fais pour remonter qu'il y a des problèmes à tel et tel niveau, en fait? C'est parce que tu attends une plainte de quelqu'un ou tu mets un monitoring ou des indicateurs précis sur des trucs que tu veux surveiller? un système d'observabilité. Par exemple. Un agent Java au hasard. C'est ça. Non, il y a deux choses. Il y a deux choses. C'est-à-dire que je pense que effectivement, avoir un système d'observabilité, c'est bien, ça vous donne des temps sur les différents points. La défaut de ces systèmes, et je l'ai toujours dit, et je le pense vraiment, c'est que ça remène trop d'informations, et souvent les clients sont perdus parce qu'ils n'ont plus les ordres de grandeur, et ils se rendent plus bien compte des choses, parce qu'ils n'ont que des pourcentages, des statistiques, c'est compliqué. Quand on veut reprendre le contrôle sur les performances, le plus simple, c'est de regarder unitairement, ce qu'on a dit un petit peu au démarrage du podcast, chacun des web services pris indépendamment, combien de temps ils prennent, et d'optimiser ces web services unitairement. Si vous optimisez unitairement chacun des traitements, vous avez une grande chance d'avoir optimisé fondamentalement le traitement global. C'est pas complètement vrai, les puristes pourront discuter de ce sujet-là, mais globalement, dans 99% des cas, si vous optimisez unitairement chacun des traitements, la somme de tous ces traitements sera plus rapide. Donc déjà, c'est la première chose à faire. Après, la question, c'est comment on fait ça quand on a une appli qui fait 500, 300, 800 endpoints. C'est pas forcément simple. Là, la bonne approche que je préconise quand on n'a pas les moyens de se faire une campagne de perf super compliquée, c'est vous prenez les API les plus lentes, vous les optimisez, vous revenez une semaine après, vous reprenez la plus lente, vous l'optimisez, et petit à petit, vous allez travailler à ramener l'intégralité des temps de réponse sous un temps raisonnable. Ça, c'est la démarche que j'explique là, c'est où je mets le focus, c'est-à-dire où je vais mettre le focus pour travailler. Quand vous n'avez pas la possibilité de faire un audit général. Donc, je travaille sur les endpoints les plus lents, c'est là où je vais gagner du temps. Et puis après, on pourra discuter, je pense que c'est l'objet de tes questions futures, de dire comment on fait concrètement pour optimiser.
Après, surtout, là, on gagne du temps, c'est qu'une fois qu'on a fait 3 appels API qui étaient lents, en fait, des fois, par chance, on en a corrigé d'autres en même temps parce qu'ils utilisaient la même base. Et surtout, en fait, c'est souvent un peu les mêmes patterns et les mêmes erreurs. Du coup, les appels qu'on va devoir corriger plus tard, on les fera beaucoup plus vite parce que c'est un peu la même chose. Et puis n'oubliez pas, hein, c'est la règle de Pareto, les 80-20, c'est ça ? Ouais. C'est 80% du temps est perdu dans 20% des endpoints. Hein. C'est vrai systématiquement. C'est-à-dire 80% des fonctionnalités d'une application sont pas très utilisées. C'est toujours les 20% qu'on peut plus utiliser. Donc c'est là-dedans qu'il faut mettre le focus. Donc si vous mettez intelligemment le focus, en réglant 20% des endpoints correctement, comme l'a dit Nathan, vous allez optimiser de 80% votre appli sans difficulté. Avant qu'on parle sur les outils utilisés et qu'on vous parle un peu de l'agent Java qu'on a introduit tout à l'heure, effectivement, tu anticipes ma question. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Si aujourd'hui tu te dis voilà, j'ai une application, comment est-ce que je gère la perf ? Qu'est-ce qu'il faut concrètement que je fasse, que je mette en place Ouais, je pense que la mauvaise approche, c'est d'avoir une approche ensembliste, c'est-à-dire j'ai une application qui est lente. Si vous dites j'ai une application qui est lente, le problème est très compliqué parce que vous ne savez pas par où le prendre. Si on revient à un truc plus simple de dire j'ai pas une application qui est lente, mais j'ai potentiellement des endpoints qui sont lents, c'est-à-dire j'ai des API qui sont lentes, je peux déjà réduire complètement, drastiquement le spectre d'analyse. Donc je vais travailler sur le endpoint lent. Je me dis aujourd'hui je travaille sur le endpoint lent et du coup je vais travailler toute la décomposition de ces appels. D'accord ? Il n'y a pas de magie en informatique, le temps n'est pas perdu magiquement, il est perdu dans une des écouches là-dessus. En fait, vous pouvez l'écrire sous la forme d'une addition très simple, c'est la somme de l'intégralité de tous les traitements qui sont pris pour répondre à la requête. Vous prenez la somme, vous faites un classique, je décompose mon traitement en bout de code, en bout d'appel réseau, en compagnie, vous décomposez ça, et à partir de là, vous regardez tous les temps unitaires, et vous regardez là où c'est lent. En fait, si vous regardez là où c'est lent avec cette méthode, vous allez très rapidement vous apercevoir d'où est le problème. Et à partir du moment où vous avez mis le doigt sur le problème en informatique, vous l'avez résolu, parce que vous savez exactement où c'est, il suffit de corriger le problème. Il n'y a plus qu'à. Qui ça ? Et il n'y a plus qu'à. Voilà. À l'expérience, des gens comme Nathan ou Arthur, qui ont l'habitude de faire des missions d'expertise, on met le doigt tout de suite sur le problème parce qu'on en bouffe du code et qu'on en voit. Mais je veux dire, la bonne approche, c'est dichotomique, je divise jusqu'à trouver la portion de code qui est problématique, et là, je la corrige. Et comment, finalement, on pourrait faire ? Parce que là, ça veut dire que tu as déjà identifié et du coup que potentiellement, tu as déjà un problème. Est-ce qu'on peut potentiellement imaginer, peut-être dans un monde merveilleux, qu'on anticipe ces problèmes en amont et finalement qu'on se dise que peut-être dès le début du projet ou tout au long du projet, on suit la performance de près, quoi. Alors, peut-être je laisserai la parole à Nathan si tu as des idées, mais le problème de fond, c'est que c'est vachement dur dans la phase de développement d'identifier les problèmes qu'il pourrait y avoir plus loin. Quand on a de l'expérience, oui. Quand on n'a pas trop d'expérience, c'est compliqué parce qu'on n'a pas l'idée des volumétries, on n'a pas l'idée de l'usage réel de l'application. Donc moi, j'ai tendance à dire plutôt que faire des missions ponctuelles de performance, d'avoir plutôt un chantier maîtrise de la performance et dans toutes les étapes du projet, d'aller mesurer et de voir qu'on n'est pas en train de dégrader sensiblement la performance sur différents endpoints. Donc c'est ça la bonne approche. Après, si vous respectez, comme l'a dit Arthur, comme l'a dit Nathan, vous respectez et vous avez appris à développer comme ça, 99% des problèmes, vous les aurez évités. Il vous restera les petits problèmes un peu touchy de tuning ou de trucs comme ça, qui nécessitent souvent plutôt de la conception et de la réarchitecture du projet que juste un coup de tournevis à un endroit. Vous partagez le constat ? En fait, c'est pas si simple de... En fait, aussi une fois qu'on sait qu'il y a un problème, c'est très simple de le trouver. Mais de l'anticiper, c'est plus compliqué parce qu'en fait, quand on fait du développement, on pense pas toujours à 100% à ça, ou on peut passer à côté de quelque chose. Et même si on fait des relectures de code croisé ou quoi que ce soit, juste en relecture de code statique sans vraiment l'utiliser, c'était très compliqué de détecter ces problèmes-là si on sait pas qu'il y en a un. Et c'est dur de garder un cap de performance élevé dans une application sans faire des mesures régulières pour être sûr d'avoir rien loupé, quoi. Rien à ajouter chez Arthur. Il est d'accord. On a un vide de la tête. On va passer à la dernière partie de ce podcast. Vous parlez un petit peu de l'agent Java, qui est un outil qu'on a développé en interne. Faudrait lui donner un vrai nom quand même, parce que l'agent Java, à chaque fois... Ouais, ça fait pas si mal, quoi. Ça fait un peu FBI. L'agent Java. L'agent secret L'agent J, Java. tu pourrais l'appeler. Vu comme ça, ouais, c'est pas mal. L'agent J. Moi, juste ma première question, c'est de se dire, aujourd'hui, il y a des outils comme... alors, je ne sais pas si ça fait exactement la même chose, vous me le direz, mais comme Sonar, etc., qui existent. Pourquoi avoir redéveloppé votre... un propre agent à Java ? Alors déjà, peut-être qu'on peut définir ce que c'est qu'un agent.
Pour ceux qui nous écoutent, c'est peut-être pas forcément une définition. Bah non, ouais. Ça n'a rien à voir avec le FBI. Hein. C'est vrai. Jérémy, je te laisse nous expliquer un peu c'est quoi. Un agent Java, en fait, c'est un programme en Java qui va avoir pour but d'observer, d'analyser, voire de modifier le comportement d'une autre application Java, tout simplement. Ok. Ouais, du coup, c'est comme un petit gugus que tu... Enfin, moi, je vois ça de mon avis, je me dis, c'est un petit gugus qui va aller dans l'application, qui va regarder, qui va... C'est pas si loin que ça, hein. C'est vraiment... alors, c'est évidemment pas personnifié, hein. Même si moi, je l'appelle... Non, je déconne. Mais en gros, oui, alors juste... dans les langages type Java, c'est pas possible dans n'importe quel langage, hein. Mais dans les langages type Java, vous avez des mécanismes où vous pouvez, en fait, modifier le comportement de l'application pendant qu'elle est elle-même en fonctionnement. Donc c'est ça que ça veut dire. Et un agent, c'est quoi ? C'est une verrue de code que vous allez lancer en même temps que votre application, comme l'a dit Jérémy, et qui va se mettre à des endroits spécifiques du code qui est exécuté pour savoir ce qui se passe pas. Et vous pouvez faire ce que vous voulez dans cette approche-là. La majorité des agents qui sont développés, ça peut être des agents de sécurité, des agents de récupération de logs, ça peut être des virus, ça peut être tout ce que vous imaginez. C'est ça un agent Java. Et ça, c'est offert que par des langages type Java qui permettent de faire ce genre de choses. Et c'est pour ça que le podcast porte ce nom-là. Et pourquoi on n'a pas développé cet agent en PHP et compagnie ? Parce que techniquement, on ne pourrait pas faire ça en PHP. Ok. Et typiquement, il y a pas, parce que nous on en a développé un. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'outils j'imagine que ça existe déjà du coup sur le marché. Il y a peut-être d'autres agents ou c'est. Alors des agents, il y en a plein, ouais. Comme je l'ai dit, mais des agents qui font ça, pas du tout. Peut-être avant, je vais te dire pourquoi Sonar ne fait pas ça. Et après, je laisserai Jérémy nous dire ce que fait l'agent. Sonar, ça fait quoi ? Sonar, ça fait de l'analyse de code statique. D'accord ? Ça veut dire que ça prend du code, ça regarde et ça dit c'est bien, c'est pas bien, c'est mal codé, c'est bien codé. Par statique, je veux dire qui n'est pas en cours d'exécution. Donc là, en cours d'exécution, il y a plein de problèmes de performance qui ne se voient pas, comme l'a dit Nathan tout à l'heure, en code statique. Vous ne pouvez pas le voir quand vous lisez le code. Enfin, si vous savez qu'il y a un problème de performance, vous pouvez le voir, mais sinon, a priori, vous ne pourriez pas le voir. Et donc, l'idée de faire un agent Java, c'est de pouvoir analyser le code en fonctionnement et de repérer des problèmes. Ok, d'accord. Bon, je vois du coup l'idée par rapport au Sonar. Et donc Jérémy, comment ça fonctionne concrètement ? Vous basez sur quels critères Alors, comment ça fonctionne ? Philippe a assez bien expliqué comment ça fonctionnait. Hein. Je pourrais juste ajouter que oui, l'agent, en fait, il va se lancer en même temps que l'application qu'il va observer, donc sur la même JVM, qui va avoir accès au bytecode des classes. Et donc, nous, ce sur quoi on s'est focalisé principalement, donc on va observer une API Spring Boot, et on va observer son comportement vis-à-vis de la base de données sur laquelle elle va interagir. Et donc, comme disait Philippe, on va agir pendant le temps d'exécution de l'API. On va avoir accès notamment aux requêtes SQL qui vont se balader entre l'API et la base de données. Et donc, ce que fait notamment l'agent, c'est qu'il va regarder ces requêtes SQL et, dans un premier temps, regarder s'il n'y a pas des erreurs classiques SQL. Par exemple, si certains, par exemple, s'il y a des requêtes qui ont un opérateur in avec beaucoup trop d'éléments à l'intérieur. Donc, ça peut causer des problèmes en termes de performance parce qu'au niveau de la base de données, le moteur il va devoir regarder tous les éléments du in pour voir s'ils sont dans la base de données. Qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Il va par exemple regarder s'il y a des requêtes qui comportent d'autres sous-requêtes. Il va regarder... T'as des trucs au niveau des index aussi ? Exactement, des index. Donc, par exemple, un index en base de données, ça permet de trier une colonne. Et donc, quand une requête va chercher des éléments en base de données, elle va regarder dans la clause where s'il y a bien un index pour que la requête soit plus efficace. Elle va regarder, par exemple, si la requête elle a un opérateur like. Un opérateur like, on va l'utiliser avec des patterns qui peuvent être parfois assez coûteux en termes de performance du côté de la BDD. Donc ça, c'est un premier aspect de l'agent. Ensuite, il peut observer combien de temps mettent les requêtes à s'exécuter. Donc en l'occurrence, là, il va remonter un warning si la requête met plus de 100 millisecondes à s'exécuter. Il va regarder le ratio entre la quantité de données que l'API va aller chercher en base de données par rapport à la quantité de données qu'il va renvoyer suite à l'appel d'une requête d'un client. Donc si le client il veut une certaine quantité de données, qu'il va le demander à l'API via un endpoint, et que pour répondre à cette quantité de données,
l'API, elle va chercher une quantité faramineuse en base de données pour au final en envoyer que 10%, bah, ça va être remonté par l'agent. Okay. Donc, c'est ce genre de performance. Ok. Et juste pour être au clair, donc, l'agent, il va te remonter tous ces warnings ou des fois, il peut corriger lui-même les problèmes? Alors, je vais prendre celle-là parce que effectivement, c'est une question qui m'est souvent demandée de pourquoi on ne corrige pas le problème. Il y a deux raisons à ça. Déjà, un agent, comme c'était un petit humain qui a mis un petit gugus, il va regarder ce qui se passe. En fait, il ralentit le process parce que du coup, il observe ce qui se passe et en observant, on ralentit le process. Donc, c'est pas un agent qui est fait pour fonctionner en production avec un système très chargé. Ça ralentirait trop le processus. Donc, première raison pourquoi on ne corrige pas le problème, c'est que ça ralentit d'utiliser un agent en production. Donc voilà. Pourquoi on ne corrige pas le problème? Deuxièmement, c'est que généralement, le problème est plus large et il n'y a pas de solution évidente au problème à corriger immédiatement. Donc on ne peut pas faire ça. Donc on ne peut pas corriger. On peut juste, l'objectif de cet agent, c'est de donner des pointeurs pour se dire c'est là que probablement il y a un problème, c'est là qu'il faut que vous mettiez le focus d'attention, c'est là qu'il faut regarder. Donc ça sert à ça fondamentalement, et ça crache des fichiers de log tout bêtes qui permettent d'être lus là-dessus. Juste pour revenir sur ce que disait Jérémy, vous vous dites pourquoi ça n'existe pas, c'est un peu ta question Camille, parce qu'on est parti de l'inverse des systèmes de monitoring, d'observabilité, qui présupposent de vous donner l'intégralité de l'information. Nous, on n'est pas parti du présupposé de l'intégralité de l'information, on s'est dit, bon, il y en a marre, on va aller plutôt chercher les problèmes qu'on a l'habitude de voir. Donc en gros, l'agent, il ne détectera pas des problèmes de performance qu'on ne lui a pas dit de détecter. L'agent, il va juste détecter des trucs sur lesquels on sait qu'avec l'expérience, les problèmes se situent là et là et là. Et donc il a une dizaine de points de vigilance où il va vérifier spécifiquement les 10 points. Et l'agent peut passer à côté de choses évidentes. Et ce n'est pas un objet agent qui va nous donner toutes les raisons de performance, mais dit sur les 10-15 erreurs évidentes, voici celles que je vais faire. Et donc c'est beaucoup plus simple d'avoir un agent qui va chercher des trucs en particulier que d'avoir un agent qui va chercher des trucs en général. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a développé ça. Et c'est pour ça que ça n'existe pas sur le marché aujourd'hui, parce qu'en fait, je pense que ça n'intéresse pas les grands du secteur de traiter des problèmes basiques de performance. Tu disais que du coup, donc vous le mettez en situation et que ça ralentit fortement l'application. Il faut le laisser combien de temps, en gros, s'exécuter pour qu'il remonte des trucs quand vous l'avez un petit peu testé? En fait, c'est le temps de tester ce qu'on a envie de tester finalement. Si on veut tester certains calls à certains endpoints, on va le tester, mais comme disait Philippe, pas en production. En fait, tout ce qu'on veut tester, on va l'exécuter en fait sur le système informatique. Donc on va se balader par exemple sur le front-end, et ensuite on va voir par rapport à comment réagit l'API, s'il y a des problèmes derrière. C'est pas un outil qu'on utilise de manière passive. En fait, on va vraiment se dire, j'active l'outil, je lance mon appel, je sais qu'il y a un problème ici ou pas, je lance mon appel, et ensuite je regarde ce que m'a dit l'outil, et ensuite si c'est bon, je l'éteins, et sinon je le laisse. Mais en fait, c'est pas quelque chose qu'on va laisser sur une recette. C'est pas quelque chose que tu laisses tourner et que ensuite tu vas juste les logs plus tard. C'est vraiment quelque chose d'unitaire pour faire tes tests. Ok. Et c'est aussi le but de cet agent, et je pense que ça n'intéresse pas non plus. C'est aussi pour ça que ça n'existait pas, c'est parce que la plupart des gens, ils veulent un monitoring et une observabilité passive. Avec juste un rapport qui... Oui, ouais, c'est ça, tous les mois ou tous les jours, ils ont leur rapport, sauf que nous, là, c'est vraiment plus pour les développements et pour les développeurs que pour pouvoir monitorer une application. Ok. Et vous l'avez déjà installé sur plusieurs projets, là? Vous bossez un petit peu avec? On a déjà fait des tests sur 2-3 projets. Il reste encore 2-3 trucs à améliorer sur un usage quotidien. Mais juste pour avoir déjà de premiers résultats sur différents codes, oui, on a déjà testé et on était plutôt content des résultats. En vrai, 90% des problèmes de performance sont les mêmes, et donc ça les ressort bien. Et même sur des applications qu'on a développées, nous, ça nous sort des choses qu'on aurait dû voir ou qu'on aurait pu voir si on avait mis le temps et l'analyse de le faire. Mais en gros, c'est une très très bonne voiture balai pour récupérer... qu'est-ce qu'il y a ? La voiture balai vous fait rire ? J'avais pas imaginé comme ça. Non, mais c'est une bonne voiture balai de se dire, voilà, si ça passe l'agent, les grosses erreurs qu'on a l'habitude de voir, elles sont corrigées. Et ça nous fait gagner un temps fou, parce que pour les gens autour de cette table qui font souvent des audits, c'est assez fastidieux, ne serait-ce que d'analyser les requêtes, de voir les problèmes qui peuvent se passer. Donc c'est vraiment un gain de temps très substantiel sur cette partie-là. Ok. À mettre en place sur plus de projets, et puis on se fait on s'en reparle dans quelques mois pour voir comment vous l'améliorez. Peut-être que vous l'aurez commercialisé. On a déjà des clients qui l'utilisent. On a déjà des clients qui l'utilisent. Ah, c'est chouette.
C'est chouette. S'il y a des gens des gens qui écoutent cette podcast et qui ont envie d'être partie des bêta-testeurs, envoyez-nous un mail, on sera ravis de vous le mettre à disposition pour le tester en mode bêta. En parlant de nos auditeurs, on leur donne un dernier conseil avant de se quitter sur de passer au coup de cœur sur les performances. Si vous êtes un jeune développeur, ne ramenez pas toutes les listes, c'est ça. Ne ramenez pas toute la base de données quand vous faites des Maîtrisez traitements. vos données, moi c'est le plus grand conseil. Je vais faire un parallèle exactement avec la sécurité. Peut-être que Nathan, qui aime bien ce sujet, me contredira, mais 90% des failles sont des erreurs évidentes en sécurité informatique, et c'est la même chose pour la performance. 90% de la performance, c'est des erreurs évidentes. Donc si vous mettez déjà, ne serait-ce que vous corrigez l'évidence, vous aurez déjà un bon niveau de perf, au même titre que vous aurez un bon niveau de sécurité. Je valide. Et hop, validé. Merci en tout cas pour vos retours sur le sujet. On va passer au coup de cœur. Arthur, tu vas nous parler de JS. Ouais, ça fait longtemps. Non, Philippe. Non, mais ouais, ça n'a rien à voir avec la performance, mais c'est juste que Angular, comme vous savez peut-être, sort des versions globalement tous les 6 mois. Et ça faisait, là on en est à la 17, la 17 va sortir, ça faisait depuis, on va dire, quasiment toujours qu'il n'y avait eu aucune grosse nouveauté qui nous permettait d'être plus efficace dans le code ou d'améliorer les performances ou quoi. C'était plus des petites choses, des fixes, etc. Et là, dans la 16, donc celle qui est sortie là dernièrement, ils ont rajouté une énorme nouveauté qui est la possibilité d'utiliser des signaux. Alors les signaux, qu'est-ce que c'est globalement? Angular utilise Zone.js pour faire sa détection de changement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, il va en permanence regarder si ce qu'il affiche dans l'écran est globalement ce qui doit être affiché dans l'écran. Ce qui est très coûteux en performance, parce qu'en fait, il n'a pas vraiment de système d'optimisation, c'est juste il regarde tout le temps si c'est bon. Ce qui est globalement l'inverse de tous les autres frameworks React et Vue. Et donc, Angular essaie de sortir de ce Zone.js qui est là depuis le début. Et donc, ils ont sorti les signaux qui est globalement exactement comme le state en React, et qui sont donc des variables où on va définir comme des signaux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'affichage à l'écran ne sera trigger que lorsque le signal aura changé, et pas à d'autres moments. Ce qui permet globalement de maîtriser ce qu'on affiche, quand est-ce qu'on l'affiche, qu'est-ce qu'on fait de sa donnée, etc. Et c'est ce qui manquait le plus, je trouve, à Angular, parce que c'est le plus gros atout de React, donc ce que je trouve, c'est qu'on peut vraiment maîtriser ses performances au maximum, ce qu'on peut pas vraiment faire, enfin, ce qu'on peut faire avec Angular, mais ce qui est pas natif, on va dire. On peut le faire avec la push stratégie, avec des streams, etc., mais c'est un peu plus complexe. Et là, donc, ils vont le mettre nativement dans Angular. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra tous qu'on regarde et il faudra que tout le monde s'y mette, parce que c'est très important pour la performance. Donc ça, c'est ce qui est sorti en 16, donc qui est déjà sorti normalement. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui l'utilisent avec Open, mais c'est sorti déjà. Et en 17, donc qui est sorti en pré-release, ils ont sorti une nouvelle façon de templater son HTML. Donc avant, globalement, dans chaque balise HTML, on pouvait mettre soit des ifs, soit des boucles, etc. Et ils ont sorti un peu cette logique. Et en fait, on peut faire un peu comme du Twig, comme du XHTML, où en fait, on peut mettre des grosses balises if dans son code, avec des else, avec des boucles, c'est une très mauvaise idée. Ce qui, globalement, est une autre façon de faire qui peut être plus claire. Je dis pas que c'est forcément mieux, juste c'est une nouveauté. Et ça peut, je pense, dans certains cas où vous avez des gros ifs, permettre de plus facilement lire son HTML, parce que je trouve que quand on a juste un petit ngIf dans un div, c'est pas forcément très clair de voir que cette balise est affichée quand il se passe ce if. Tandis que si vous avez un gros if qui est d'une autre couleur et qui vraiment décale tout votre code, je trouve ça un peu plus clair à voir, en tout cas en analyse de code. Voilà. Donc je vous conseille de tester les signaux, et pour ce qui est de la nouvelle façon de templater, c'est pas... Philippe, je te vois me dire il me reste 5 minutes, Fabric Monday. Bah, fais ton coup de gueule. Allez, crie, tu vas là. Vas-y. C'est le coup de gueule. J'ai pas vraiment un coup de gueule spécifique sur une techno et compagnie. J'ai un coup de gueule général sur... Développeur. Non, j'ai un coup de gueule général sur les... Parce que je suis amené souvent à faire des propals et en fait, on essaie de mettre en visibilité des clients la durabilité des technologies. Et ça me rend de plus en plus énervé d'avoir du mal à trouver les temps de support des technologies qu'on utilise. Je vous mets au défi sur des librairies JavaScript ou des frameworks JavaScript de trouver combien de temps réellement ils vont maintenir un support de sécurité, de mise à jour et tout ça. Et c'est une information qui est de plus en plus masquée. Comme disait Arthur, on est en Angular 16 et bientôt 17. Et ils en sortent tous les 6 mois. Et en fait, je pense, même si c'est cool,
que en fait c'est plutôt un problème qu'autre chose et qui devrait plutôt ralentir les cycles de Oui, je suis développement d'accord. des trucs. Comme je te dis. Parce qu'en fait, on perd énormément de temps collectivement à mettre à jour des frameworks qui n'apportent pas de plus-value. Oui, comme je te dis, ça faisait 20 versions, bon pas 20 parce qu'on en a 16, mais ça faisait 12 versions qu'il n'y avait rien de nouveau. Donc oui, pourquoi faire des nouvelles versions s'il n'y a rien de nouveau? C'est la mode. Moi, il faut des livers. Il y avait des versions de Java qui sortaient tous les 3 ans et franchement, on était content quand elles sortaient. Et maintenant, elles sortent tous les 6 mois et on n'est plus. T'as plus d'excitation à la sortie, quoi. Il n'y a plus l'étincelle. Il n'y a plus l'étincelle. Java 7, ça a l'air trop bien. Non, merci pour ce nouveau coup de gueule. Et on va finir par Théo, l'actu des techos. Lâche info, c'est l'actu des techos. Tu m'as dit avant de démarrer ce podcast, Camille, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ouais, ça dépend. On a certaines périodes qui sont un petit peu accrues en termes d'actualité un peu croustillantes, on va dire, et juste pas certaines CVEC qui Kim Kardashian a un nouveau copain. Ouais, en ce moment, c'est un peu ça. Bon, on se fait un petit point rapide sur l'IA. On va tourner autour de Spotify cette fois-ci. Donc, vous avez certainement dû entendre des musiques où la voix était changée par intelligence artificielle ou complètement générée. Spotify avait annoncé qu'ils ne voulaient pas ça sur leur plateforme et qu'ils ont finalement changé d'idée. Tout simplement parce que bientôt, ils sont en train de développer et tester, même pour certaines langues actuellement, la traduction de podcasts automatiques. Donc on pourra peut-être un jour entendre notre podcast dans différentes langues pour pouvoir toucher d'autres J'ai hâte de m'entendre. En coréen. En coréen, ça va être Et ça vachement fera plaisir à Antoine si tu nous entends. Apparemment, la voix ne serait pas changée. Pour changer un petit peu, je vais faire plaisir à Nathan cette fois-ci. Aujourd'hui, donc le mois d'octobre 2023, on est sur le mois européen de la cybersécurité. Donc c'est un mois qui est présent depuis le 2012. On peut retrouver plein de conférences, des ateliers ou de formations, donc que ce soit pour particuliers, professionnels ou développeurs ou autres. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Actuellement, le thème, c'est sur les fraudes par ingénierie sociale. Donc vous pouvez retrouver plein de conférences en France ou même dans tous les pays européens. Dernière petite actualité sur un thème qu'on a un petit peu moins l'habitude. Donc je vais parler du projet Nessie, donc d'Amazon. On va parler d'un algorithme. Mais si, c'est pas le Loch Ness Si, bon. Raté, un autre thème. On va parler d'algorithmes de tarification, particulièrement en période de promotion. Donc Amazon, ils ont un algorithme qui permet d'évaluer et d'augmenter leur prix des articles, quand on commande évidemment, et tout en surveillant la concurrence et influencer leur propre prix en fonction pour faire l'offre et la demande en quelque sorte. Donc ils ont bien évidemment pris une plainte par la Federal Trade Commission pour tout ce qui est application du droit et de contrôle contre la loi antitrust, donc en Amérique bien sûr, sur tout ce qui est monopole de trafic et commerce. Juste pour donner une petite idée, on parle d'environ $1 milliard de recettes juste avec cet algorithme. Ah oui. C'est pas rien. En même temps, l'idée est quand même sacrément bonne. Elle est intéressante. Donc, merci voilà. en tout cas Théo pour ces actus. Merci du coup à tout le monde autour de la table pour vos retours d'expérience aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous écoutent. N'oubliez pas de nous faire des petits retours sur la nouvelle bande son du podcast. Camille y tient, donc s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et puis sinon on se donne rendez-vous bientôt pour un nouveau sujet. À plus, ciao. Salut. Salut.